Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une histoire qui a ébranlé l'industrie aérienne jusqu'à ses fondations. C'est l'histoire d'un garçon de 17 ans, d'un billet en première classe et d'une paire de menottes. Tout commence au terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle, à la porte d'embarquement du vol Air Ascension 815 à destination de Londres. Mais il ne s'agit pas simplement d'une erreur. Il s'agit d'un préjugé profondément enraciné qui a conduit à l'humiliation publique d'un jeune adolescent noir. Le monde a regardé, les caméras ont tourné, et une entreprise a été mise à genoux. Tout cela avant qu'ils ne réalisent que le garçon qu'ils venaient d'accuser d'être un criminel était le fils de leur propre PDG. Restez avec nous pendant que nous découvrons les rebondissements choquants, la conspiration d'entreprise et le karma brutal de la vie réelle qui a suivi. Depuis quelle ville regardes-tu cette vidéo et quelle heure est-il? Au fait, si tu aimes mes vidéos, je serais ravi que tu t'abonnes à ma chaîne et que tu cliques sur j'aime. Pour cette vidéo, l'atmosphère du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'une forme unique de chaos organisé. C'était le son de milliers de voyages commençant et se terminant simultanément. Le cliquetis rythmique des valises à roulettes, les annonces lointaines et confuses des changements de vol, et le murmure d'une douzaine de langues différentes se mélangeant en un seul ronronnement ambiant. À la porte 438, le vol Air Ascension 815 à destination de Londres se préparait pour l'embarquement et le système de caste habituel du voyage aérien était pleinement affiché. Les cordons argentés élégants séparaient la foule grouillante de passagers économiques de la petite file exclusive pour le groupe prioritaire numéro 1. Jason Dubois, 17 ans, était assis tranquillement dans l'un des sièges désignés pour la première classe près de la fenêtre. Son attention était partagée entre le Boeing 787 Dream massif en cours d'entretien sur le tarmac et le manuel de calcul avancé ouvert sur ses genoux. C'était un garçon grand et dégingandé avec une expression réfléchie qui le faisait paraître plus âgé que son âge. Il portait ce que n'importe quel adolescent confortable porterait pour un long vol, un simple sweat à capuche gris de son club de robotique du lycée. Un gant délavé et un casque anti-bruit Bose d'apparence coûteuse autour du cou. Pour lui, ce n'était qu'un voyage de routine. Son père, Marc Dubois, était basé à Paris, tandis que sa mère, une historienne de l'art de renom, organisait une nouvelle exposition à Londres. Il passait les vacances scolaires à faire la navette entre les deux, une vie qu'il connaissait depuis qu'il était enfant. Voyager en première classe n'était pas un luxe qu'il affichait. C'était simplement la logistique de la vie de sa famille, un privilège qu'il comprenait mais qui ne le définissait pas. Il était plus intéressé par la physique de la flexion de l'aile du jet que par le service de champagne. Sa concentration tranquille fut interrompue par une voix aiguë et saccharine. « Excusez-moi, monsieur. Cette zone d'attente est réservée aux passagers du groupe 1. » Jason leva les yeux. La voix appartenait à l'agent de la porte, une femme d'une quarantaine d'années avec un carré blond sévère et un badge qui portait le nom de Catherine Moreau. Son sourire était un croissant serré et pratiqué qui n'atteignait pas ses yeux. Son regard passa du sweat à capuche de Jason à son billet, qui était posé face visible sur le siège à côté de lui. Le mot première imprimé en gras était incontestable. « Oh, bonjour. Oui, je suis en 2A. » répondit poliment Jason, désignant le billet. Le sourire de Catherine se resserra encore plus. « Je vois cela, mais je vais devoir le vérifier. Puis-je voir votre carte d'embarquement et votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» C'était une demande étrange. Il n'avait même pas commencé le pré-embarquement. Mais Jason, habitué aux règles arbitraires du voyage aérien, hocha simplement la tête et tendit son téléphone avec le pass numérique et sa carte d'identité. Catherine Moreau prit les documents, et ses yeux se rétrécirent en les examinant. Elle était une vétérante de 15 ans d'Air Ascension, une femme qui se targuait de sa capacité à repérer les problèmes. Dans son esprit, les problèmes prenaient de nombreuses formes, voyageurs frauduleux, squatteurs de sièges et personnes qui ne correspondaient pas au profil. Ce gamin, dans ses vêtements décontractés, assis seul dans la section première classe, déclenchait toutes les sonnettes d'alarme dans sa tête. Il n'avait pas l'air du passager typique du siège 2A. Il n'avait pas l'attaché case en cuir, le costume sur mesure ou l'air d'autorité habilité. C'était juste un gamin noir en sweat à capuche. Elle tapota sur sa console, ses doigts volant sur le clavier avec une efficacité pratiquée. C'est juste que nous avons eu récemment une augmentation des surclassements frauduleux et des escroqueries par carte de crédit, dit-elle fort, sa voix portant jusqu'aux autres passagers qui commençaient maintenant à se rassembler. C'est un système très sophistiqué. Les gens achètent des billets en classe économique, puis utilisent des informations volées pour se surclasser dans nos cabines premium. Jason sentit un picotement de malaise. Son explication lui était adressée, mais prononcée pour le bénéfice du public autour d'eux. Quelques personnes dans la file économique le regardaient maintenant ouvertement. Il pouvait sentir leurs yeux sur lui, le jugement silencieux commençant à se former. « Je peux vous assurer que mon billet est valide, » dit Jason, gardant sa voix stable. « Mon père l'a réservé. Et votre père est ?» demanda Catherine, son ton dégoulinant de scepticisme.
Marc Dubois. Le nom ne signifiait rien pour elle. Ce n'était qu'un nom. Elle lui rendit son téléphone et sa carte d'identité avec un mouvement dédaigneux du poignet. Le système est un peu lent pour vérifier votre mode de paiement. Je vais devoir vous demander de vous écarter un moment, monsieur. Nous ne pouvons pas vous laisser embarquer tant que cela n'est pas réglé. Maître à l'écart où? Demanda Jason, confus. Le processus d'embarquement n'avait même pas commencé. Juste là-bas, dit-elle, désignant vaguement une étendue de murs nus loin du podium et de la file prioritaire, loin de la zone d'embarquement. Nous vous appellerons si et quand nous pourrons confirmer votre siège. L'humiliation était une bouffée de chaleur qui monta dans son cou. Elle le bannissait, le ségréguait devant tout le monde, le marquant comme un criminel potentiel. Il n'était plus un passager en 2A. Il était un problème à isoler. Il tint bon, sa politesse se durcissant en une résolution tranquille. Avec tout le respect que je vous dois, mon billet est confirmé. Mon siège est attribué, et je suis dans la zone d'attente correcte. Je préférerais attendre ici. Le sourire peint de Catherine disparut finalement, remplacé par un masque d'autorité sévère. Monsieur, vous ne vous conformez pas aux instructions d'un agent de la compagnie aérienne. Ce billet. Elle brandit une impression qu'elle venait de faire depuis son ordinateur, l'agitant comme s'il s'agissait d'une preuve, est signalé pour une inadéquation potentielle de paiement. Jusqu'à ce que notre bureau central puisse vérifier la carte Centurion American Express Platine Elite utilisée pour l'acheter, vous n'êtes pas un passager confirmé. Maintenant, soit vous vous écartez, soit je serai obligé d'appeler la sécurité de l'aéroport. La menace planait dans l'air, lourde et suffocante. Jason regarda les visages autour de lui. Certains étaient sympathiques, d'autres agacés, mais la plupart étaient simplement curieux, regardant le drame gratuit se dérouler. Il savait qu'il avait deux choix, accepter l'humiliation et s'écarter, ou se défendre et risquer une escalade qu'il ne pouvait pas contrôler. Il pensa à son père, un homme qui lui avait appris à toujours se comporter avec dignité, à ne jamais se faire petit et à affronter l'ignorance avec intelligence. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, dit Jason, sa voix basse mais claire. Je suis sûr que si vous refaites simplement la vérification, vous verrez que tout est en ordre. Pour Catherine Moreau, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ce n'était pas juste un gamin qui n'était pas à sa place. C'était un gamin qui lui répondait, contestant son autorité devant une porte pleine de passagers. Elle le percevait comme un acte de défi hanté. Elle tendit la main vers le téléphone sur son bureau sans rompre le contact visuel. Oui, c'est Catherine Moreau à la porte 438. J'ai besoin de l'assistance de la police aux frontières. J'ai un passager ici avec un billet frauduleux qui refuse de se conformer. Oui, potentiellement agressif. Le cœur de Jason se serra. Agressif. Il n'avait pas élevé la voix. Il n'avait pas bougé un muscle. Mais il savait, dans ce moment écœurant, que l'histoire n'était plus à lui de l'écrire. Elle avait créé un récit, et il en était maintenant le méchant. Les rouages de quelque chose de terrible avaient été mis en mouvement. Et ils se tenaient directement sur leur chemin. Avant de continuer, prenez un moment pour laisser un commentaire sur cette histoire et notez-la de 1 à 10. Comment vous sentez-vous? Si vous souhaitez partager quelque chose, je suis toujours là pour vous écouter. J'espère que vous trouverez un moment de paix et de réflexion en suivant cette histoire apaisante, et son parcours empreint de courage et de justice. L'arrivée de deux officiers de la police aux frontières changea toute la dynamique de la zone de la porte. Le bourdonnement ambiant du terminal sembla s'estomper, remplacé par un silence concentré et tendu. Les passagers, qui avaient fait semblant de ne pas regarder, regardaient maintenant ouvertement, leur téléphone tenu bas, enregistrant discrètement. Les officiers, un homme au visage sévère nommé Frank et son partenaire plus jeune et plus vigilant, s'approchèrent du podium où Catherine Moreau se tenait, projetant maintenant l'attitude d'une victime qui avait été forcée de prendre des mesures drastiques. « Quelle est la situation ici, madame ?» demanda l'officier Frank, sa voix un grondement calme et autoritaire qui coupa la tension. « Ce jeune homme, » commença Catherine, pointant Jason comme s'il était une pièce à conviction, détient un billet de première classe acheté avec une carte de crédit signalée. Je lui ai demandé de s'écarter pendant que nous le vérifions, mais il est devenu insoumis et a refusé de se conformer à mes instructions. Je suis préoccupé par la sécurité du processus d'embarquement. Le mensonge était si flagrant, si audacieux que Jason ressentit une vague d'incrédulité. Insoumis, préoccupé par la sécurité. Il n'avait été que poli. Ce n'est pas vrai, dit Jason, parlant directement à l'officier. Mon billet est valide. L'agente n'a pas pu le vérifier pour une raison quelconque et j'ai simplement dit que je préférerais attendre dans mon siège désigné. L'officier Frank tourna son regard vers Jason. C'était un regard d'évaluation pratiqué, celui qui avait évalué des milliers de personnes dans des milliers de situations. Ce qu'il vit était un adolescent en sweat à capuche,
Sa formation, son expérience et ses préjugés inconscients convergèrent tout vers une seule conclusion malheureuse, l'agent en uniforme de la compagnie aérienne était la partie la plus crédible. Fils, tu dois écouter le personnel de la compagnie aérienne, dit l'officier Frank, son ton passant de l'interrogation au commandement. C'est leur domaine. Si elle te dit de bouger, tu bouges. C'est aussi simple que ça. Ne faisons pas de ça un problème plus important qu'il ne doit l'être. Mais je n'ai rien fait de mal, insistait Jason, sa voix maintenant implorante. Elle fait une supposition sur moi à cause de la façon dont je suis habillé. La mention du profilage sembla irriter l'officier. Personne ne suppose quoi que ce soit. Il s'agit d'un billet signalé, fils. Maintenant, je ne vais pas te le redemander. Éloigne-toi du podium. Jason se sentit piégé. Chaque mot qu'il prononçait était tordu, utilisé comme preuve supplémentaire de sa non-conformité. Il regarda au-delà de l'officier la mer de visages qui le regardaient. Il vit une femme secouer la tête avec pitié, un homme d'affaires lever les yeux au ciel avec agacement, un jeune couple filmé avec leur téléphone. Il était un spectacle, un conte moral, voici ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. Il prit une profonde inspiration, essayant de canaliser le calme de son père. Officier, je comprends que vous avez un travail à faire. Pourriez-vous s'il vous plaît simplement lui demander de vous montrer la preuve que le billet est frauduleux? Y a-t-il une alerte officielle sur son écran? C'était une question logique, une demande équitable. Mais pour Catherine Moreau, c'était un autre défi. Avant que l'officier ne puisse même répondre, elle intervint. Il continue à argumenter. Je vous ai dit qu'il était agressif. Il essaie de se sortir de là en parlant. Ce fut le mot déclencheur. Agressif. La posture de l'officier Frank se raidit. Son partenaire se déplaça subtilement pour flanquer Jason. L'espace autour de lui, autrefois un terminal tentaculaire, s'était rétréci à quelques mètres de territoire chargé et hostile. Très bien, ça suffit, dit l'officier Frank, sa voix maintenant dépourvue de toute patience. Tu causes un trouble. Mets tes mains dans ton dos. Le sang de Jason se glaça. Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait. Tu entraves les opérations de l'aéroport. Nous allons te détenir jusqu'à ce que nous puissions comprendre qui tu es et ce que tu fais ici. Avant qu'il ne puisse traiter la commande, ses bras furent tirés fermement dans son dos. Le clic métallique froid des menottes se verrouillant autour de ses poignets résonna dans la zone de la porte silencieuse. Un halètement collectif parcourut les spectateurs. L'humiliation était absolue. C'était un poids physique pressant sur sa poitrine. Lui volant son souffle. Il avait 17 ans. Un élève d'honneur, membre de l'équipe de débat. En route pour voir sa mère pendant les vacances. Et il était menotté au milieu de l'aéroport Charles de Gaulle parce qu'une agente de la porte n'aimait pas son sweat à capuche. Il fut parade devant la file de passagers maintenant silencieux, son visage brûlant de honte. Ils le conduisirent dans une petite pièce grise sans caractéristiques juste à côté de la passerelle. Elle sentait le café rassis et le nettoyant industriel. Vide tes poches sur la table, ordonna l'officier Frank. Jason fit ce qu'on lui disait. Son portefeuille, son téléphone, un paquet de chewing-gum, sa clé de chambre pour l'appartement de Londres. L'officier prit le portefeuille, le feuilletant. Il sortit la carte American Express noire. Sur le devant, gravé en lettres argentées, se trouvaient les mots Marc Dubois. « Ce n'est pas ta carte », déclara l'officier platement. « C'est la carte de mon père », dit Jason, sa voix se fissurant légèrement. « Je suis un utilisateur autorisé. Vous pouvez voir que mon nom est au dos. » L'officier ne se donna pas la peine de regarder. Et je suis sûr que ton père n'a aucune idée que tu as pris sa carte pour une petite virée à Londres. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Jason, sa frustration bouillonnant en colère. Vous ne m'écoutez pas. Personne ne m'écoute. Tu peux passer un appel téléphonique, dit l'officier, désignant le téléphone de Jason. Appelle ton père. Voyons ce qu'il a à dire à ce sujet. Jason regarda le téléphone. C'était sa seule chance. Son père était un homme occupé. Il était probablement en réunion, peut-être avec des personnes qui volaient sur les jets même que sa société exploitait. Une interruption serait malvenue. Mais la situation était désespérée. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement faire parler son père à l'officier. Cela ne suffirait pas. Il devait passer à quelqu'un qui comprenait le système. Quelqu'un qui pouvait démanteler ce cauchemar de l'intérieur. Il récita le numéro de mémoire. Ce n'était pas la ligne principale de son père. C'était la ligne privée directe de son assistante exécutive, une femme nommée Hélène, qui était avec son père depuis 2 décennies et pouvait déplacer des montagnes avec un seul appel téléphonique. L'officier composa le numéro et mit le téléphone sur haut-parleur. Il sonna 1 fois, 2 fois. Jason retint son souffle. Bureau de Marc Dubois. Hélène à l'appareil. Sa voix était nette, professionnelle et merveilleusement familière. « Je m'appelle Jason Dubois », dit-il, essayant de garder sa voix de trembler. « Hélène, j'ai besoin de parler à mon père. C'est une urgence. » Il y eut une légère pause.
Hélène pouvait entendre l'acoustique stérile de la pièce, la tension dans sa voix. Jason, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Je suis à Charles de Gaulle, porte 438. Ils pensent que j'ai volé mon billet. Ils m'ont menotté. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Il s'étira pendant 3, 4, 5 secondes. Puis la voix d'Hélène revint, mais elle était complètement différente. La chaleur professionnelle avait disparu, remplacée par une efficacité froide et tranchante que Jason ne l'avait entendu utiliser que dans une véritable crise. Reste exactement où tu es, Jason. Ne leur dis plus un mot. Je vais chercher ton père. La ligne devint silencieuse. L'officier Franck regarda son partenaire avec un sourire narquois. Il fait un bon spectacle, le gamin. Je dois lui accorder ça. Mais Jason n'écoutait pas. Il regardait le haut-parleur du téléphone, priant. Il savait ce qui était sur le point de se passer. Une tempête se rassemblait au loin dans un gratte-ciel parisien. Et elle était sur le point d'éclater juste au-dessus de leur tête. La révélation et la confrontation là. Salle de réunion au 50e étage de la tour Air Ascension à la Défense était un monde à part de la salle de détention crasseuse de Charles de Gaulle. C'était un sanctuaire d'acajou poli, de verre du sol au plafond et de tons feutrés et révérencieux. Marc Dubois, PDG d'Air Ascension, était assis en bout de la table massive, écoutant attentivement pendant que son directeur des opérations, Richard Beaumont, présentait les indicateurs de performance trimestrielle. Marc était un homme qui imposait le respect sans effort. Grand et impeccablement vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il possédait une intensité tranquille qui pouvait être bien plus intimidante que n'importe quel éclat. Il avait transformé Air Ascension d'une compagnie nationale en difficulté en une puissance mondiale grâce à une combinaison d'efficacité impitoyable et d'un dévouement presque fanatique à l'expérience client. Sa devise, placardée dans les salles de pause et les manuels de formation à travers l'entreprise, était simple: chaque passager est notre invité. Chaque détail compte. Il était en pleine phrase, questionnant un chiffre sur la couverture des coudes de carburant, lorsque la porte de chaîne massive de la salle de réunion s'ouvrit silencieusement. C'était Hélène, son assistante exécutive. Elle n'interrompait jamais les réunions du conseil. Jamais. La douzaine de cadres autour de la table se tut, sentant la gravité de la violation du protocole. Elle marcha directement vers Marc et plaça son téléphone portable privé sur la table devant lui. « Monsieur », dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Vous devez prendre cet appel. C'est Jason. » L'attention de Marc passa instantanément du rapport trimestriel au téléphone. Jason savait ne jamais appeler cette ligne à moins que le monde ne s'écroule. Il le prit, son expression illisible. « Qu'est-ce que c'est ?» Hélène avait transféré l'appel. La voix à l'autre bout était celle d'un officier de la police aux frontières. « Monsieur Dubois, c'est l'officier Franck à Charles de Gaulle. Nous avons un mineur en garde à vue ici qui prétend être votre fils, Jason Dubois. Il essayait d'embarquer sur un vol pour Londres en utilisant un billet de première classe acheté avec votre carte de crédit. » La température dans la salle de réunion sembla chuter de 10 degrés. La posture de Marc ne changea pas, mais une immobilité dangereuse s'installa sur lui. « C'est mon fils et j'ai personnellement réservé ce billet pour lui ce matin. Passez-le-moi au téléphone. » Il y eut un bruit de manipulation. « Papa. » La voix de Jason était tendue, épaisse d'un mélange de peur et de soulagement. « Jason, tu vas bien? Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » dit Marc, sa voix d'un calme bas et contrôlé. Il ne voulait pas me laisser embarquer. L'agente de la porte, une femme nommée Catherine, a dit que le billet était frauduleux. J'ai essayé d'expliquer, mais elle a appelé la sécurité. Papa, ils m'ont menotté devant tout le monde. Le mot menotté atterrit dans la salle de réunion silencieuse comme une grenade. Les cadres échangèrent des regards nerveux. Richard Beaumont, le directeur des opérations, se déplaça mal à l'aise sur son siège. Marc Dubois ferma les yeux pendant une seule seconde prolongée. Dans cette seconde, le PDG disparut, remplacé par un père. Il imagina son fils, un bon garçon qui aimait la science et détestait la confrontation, être publiquement humilié et menotté comme un criminel ordinaire. Une rage froide et chirurgicale, plus puissante que n'importe quelle colère explosive, s'installa profondément dans sa poitrine. Quand il ouvrit les yeux, il était de nouveau le PDG, mais avec une nouvelle concentration terrifiante. « Jason, écoute-moi, » dit-il, sa voix maintenant comme des éclats de glace. « Rends le téléphone à l'officier. » Il y eut un autre bruit de mouvement. « Officier Franck, ici. Officier Franck. » Commença Marc, son ton poli mais tranchant d'acier. « Vous avez commis une erreur catastrophique. Vous détenez actuellement illégalement le fils du directeur général de cette compagnie aérienne. Je veux que vous enleviez ces menottes de mon fils immédiatement. » L'officier fut pris au dépourvu par la pure force d'autorité dans la voix. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous suivions le protocole basé sur les informations fournies par l'agent de la compagnie aérienne. » « Je me fiche de votre protocole. »
coupa Marc, sa voix tombant à un quasi-murmure qui était en quelque sorte plus menaçant. La prochaine personne à qui vous parlerez sera le chef de la police aux frontières et mon conseil juridique d'entreprise. Si ces menottes ne sont pas retirées dans les 10 prochaines secondes. 5, 4, 3. Un bruit de bousculade frénétique traversa le téléphone. D'accord, d'accord, elles sont retirées. Il va bien. Maintenant, passez-moi Catherine, l'agente de la porte, au téléphone. Il y eut une pause hésitante, puis la voix tremblante de Catherine Moreau. Allô? Marc ne leva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Madame Moreau, quel est votre numéro d'identification d'employé? C'est 74 J 9011. Bégaya-t-elle. Merci. Restez exactement où vous êtes. Ne quittez pas la porte. Ne parlez à personne. Attendez les instructions. Il raccrocha sans un mot de plus et posa le téléphone sur la table. La salle de réunion était totalement silencieuse. Marc se leva et regarda son équipe de direction. Richard, dit-il, ses yeux se verrouillant sur son directeur des opérations. Mettez-moi en ligne de conférence avec le directeur de la station de Charles de Gaulle maintenant. Sophie Lambert, lança-t-il à la directrice des RH. Obtenez-moi son dossier. Antoine, dit-il à son directeur juridique, commencez à rédiger la plainte officielle à la police aux frontières pour détention illégale d'un mineur. Et préparez notre équipe de relations publiques. Nous sommes sur le point d'avoir un incendie de 5 alarmes. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon de Paris, mais n'en voyant rien. Il voyait le visage de son fils, humilié. Il voyait un échec non seulement d'un seul employé, mais de tout le système qu'il avait construit, la culture qu'il avait essayé d'inculquer. La devise chaque passager est notre invité. Le narguet. À la porte 438, le monde avait été bouleversé. Une femme paniquée et haletante en uniforme de responsable senior, Marie Rodriguez, la directrice de la station, avait sprinté jusqu'à la porte, son visage pâle de terreur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'avez-vous fait? Siffla-t-elle à Catherine, venant de se faire réprimander au téléphone par un directeur des opérations furieux. Je suivais simplement la procédure pour un billet signalé. Se défendit Catherine, bien que sa voix tremblait. Un billet signalé? Catherine, c'était la carte Centurion personnelle de Marc Dubois. Le système ne l'a pas signalé. Il n'a probablement tout simplement pas pu traiter une transaction aussi importante aussi rapidement. Et vous avez menotté son fils. L'officier Franck et son partenaire se tenaient là, mal à l'aise, réalisant qu'ils avaient marché sur une mine corporative d'une ampleur épique. Les passagers, à qui on avait dit qu'il y avait un retard de sécurité, regardaient l'échange paniqué, reconstituant les pièces du puzzle. L'histoire commençait à se répercuter dans la foule. Marie Rodriguez se précipita dans la petite pièce où Jason se frottait les poignets meurtris. Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix essoufflée et sycophante. Jason, je suis vraiment, vraiment désolée. C'est un terrible malentendu. S'il vous plaît, venez avec moi. Nous allons vous installer dans notre salon phare. Pouvons-nous vous offrir quelque chose? De la nourriture, une boisson? Jason la regarda simplement, ses yeux froids. Le changement soudain d'être traité comme un criminel à être traité comme un roi était plus désorientant que l'accusation initiale. Il ne dit rien. Il la suivit simplement hors de la pièce, passant devant une Catherine Moreau sous le choc, qui avait maintenant l'air d'avoir vu un fantôme. Alors qu'il marchait dans le terminal principal, son téléphone vibra. C'était un SMS de son père. Je suis en route. Ne bouge pas. Nous allons arranger ça. Jason savait que son vol pour Londres était la dernière chose à laquelle quiconque pensait maintenant. L'incident était terminé, mais les retombées ne faisaient que commencer. Et d'après le regard dans les yeux de la directrice de la station et le ton de la voix de son père, il savait que ce serait une tempête comme Air Ascension n'en avait jamais vu. Le salon phare d'Air Ascension à Charles de Gaulle était une oasis de tranquillité, conçue pour isoler ses clients les plus précieux du chaos du terminal. Du jazz de jouets à travers des haut-parleurs cachés. Dames serveurs en uniforme impeccable offraient du champagne et des amuse-gueules. Et les sièges étaient en cuir moelleux et chrome poli. Mais pour Jason, assis dans un coin isolé, le luxe semblait être une moquerie. Il y a moins d'une heure, il était menotté. Maintenant, on lui offrait des fromages artisanaux. Le choc émotionnel était nauséabond. Marc Dubois arriva 40 minutes plus tard, se déplaçant dans le salon comme un nuage d'orage dans un costume sur mesure. Il passa outre les salutations du personnel du salon et alla directement vers son fils. Il s'assit en face de Jason, son visage gravé d'un mélange de fureur et de profonde inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que Jason ne l'avait entendue de toute la journée. Jason hocha simplement la tête, incapable de trouver les mots. « Il n'avait aucun droit, » dit Marc, sa mâchoire serrée. « Aucun droit. » Il tendit la main à travers la table et posa une main sur l'épaule de son fils. « Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal.
J'ai besoin que tu le saches. Je sais. Dit doucement Jason. Mais papa, la façon dont elle m'a regardé, la façon dont tout le monde m'a regardé. Ils ont vu mes vêtements et ils ont vu un voleur. C'est tout ce qu'ils ont vu. La simple vérité douloureuse de cette déclaration plana dans l'air entre eux. Malgré tout le pouvoir de Marc Dubois, malgré toute sa richesse et son influence, il ne pouvait pas construire un bouclier assez solide pour protéger son fils de la laideur d'un jugement instantané basé sur la couleur de sa peau. Je vais démanteler cette entreprise jusqu'à ce que je découvre pourquoi cela s'est produit. Jura Marc, sa voix un grondement bas et dangereux. Ce n'est pas un seul mauvais employé, Jason. C'est un symptôme d'une maladie, et je vais trouver la source du poison. Alors que Marc et Jason étaient assis dans le salon, les rouages de la machine d'entreprise tournaient furieusement. Lors d'une conférence téléphonique d'urgence, une Catherine Moreau terrifiée était interrogée par une équipe des RH et du juridique. Elle était hystérique, répétant qu'elle ne faisait que suivre une nouvelle directive. Quelle directive? Exigea le directeur juridique, Antoine Mercier. L'initiative d'intégrité des cabines pré. Pleura-t-elle. Elle est venue de la direction régionale le mois dernier. On nous a dit d'être très vigilants. On nous a dit de rechercher des passagers atypiques en première et classe affaires. Dames passagers dont l'apparence ne correspond pas au profil démographique attendu. On nous a encouragés à les interpeller, à vérifier les modes de paiement sur place. Ils ont dit que c'était pour protéger les revenus. Le sang d'Antoine Mercier se glaça. Passager atypique. Ne correspond pas au profil démographique attendu. C'était du double langage corporatif pour le profilage racial, emballé dans le langage de la protection des revenus. Qui a approuvé cette directive, Catherine? Demanda-t-il. Notre directeur régional, David Chen. Dit-elle, mais la pression venait de plus haut, du bureau du directeur des opérations. Le nom atterrit comme une bombe. Le directeur des opérations, Richard Beaumont. De retour dans la tour de la Défense, Richard Beaumont était dans son propre bureau, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Il avait été sur l'appel de la réunion du conseil. Il avait entendu la fureur glaciale dans la voix de Marc. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Richard était un homme qui avait perpétuellement été dans l'ombre de Marc. Il était ambitieux, rusé et profondément rancu de la réputation de Golden Boy de Marc. Pendant l'année écoulée, il avait discrètement mené une guerre de 1000 coupures contre son patron. Sa stratégie était simple, mettre en œuvre des politiques sous couvert de responsabilité fiscale qui dégraderaient subtilement l'expérience client, créeraient des points de friction et conduiraient à des cauchemars de relations publiques. Il savait que le conseil devenait impassible avec l'approche coûteuse axée sur le client de Marc. Quelques scandales très médiatisés, une baisse du cours de l'action, et Richard, le type censé des chiffres, pourrait faire son coup pour le poste principal. L'initiative d'intégrité des cabines premium était son chef-d'œuvre. Elle était conçue pour créer exactement ce genre d'incident. Il avait imaginé qu'un blogueur technologique irrité ou une célébrité mineure se ferait harceler, conduisant à une tempête Twitter désagréable qui ferait paraître Marc déconnecté. Il n'avait jamais imaginé dans ses pires cauchemars que la politique serait utilisée sur le propre fils de Marc Dubois. Son piège soigneusement préparé s'était refermé sur la seule personne qu'il n'était jamais censé attraper. Son téléphone vibra. C'était David Chen, le directeur régional de l'Est, l'homme qu'il avait personnellement chargé de pousser la nouvelle politique. Richard, nous avons un problème massif, dit Chen, sa voix paniquée. L'incident de Charles de Gaulle, il retrace la directive jusqu'à moi, jusqu'à nous. Vous garderez mon nom en dehors de ça, David, siffla Richard dans le téléphone. Vous êtes le directeur régional. Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la formation de votre personnel. Cette agente, Moreau, a fait du zèle. Elle a mal interprété une simple politique de protection des revenus. C'est un loup solitaire, une pomme pourrie. C'est l'histoire. Maître, comprenez-vous? Mais elle faisait ce que nous l'avons encouragée à faire, protesta Chen. Elle a menotté le fils du PDG, rugit Beaumont. Il n'y a aucune défense pour ça. Vous allez la lâcher. Vous allez prétendre qu'elle a agi seule et vous allez contenir ça. C'est votre merde à nettoyer. Il raccrocha le téléphone, son cœur battant la chamade. Il devait prendre de l'avance sur ça. Il devait cadrer le récit avant que Marc ne le fasse. Il appela immédiatement le président du conseil, un homme nommé Arthur Vidal. Arthur, Richard à l'appareil. Je crains que nous ayons eu un incident profondément regrettable à Charles de Gaulle, commença-t-il, sa voix suintant de fausses préoccupations. Cela concerne le fils de Marc. Il semble qu'une agente de porte-voyou soit devenue incroyablement zélée. Eh bien, c'est une très mauvaise image. Je gère la situation maintenant, mais franchement, Arthur, c'est ce dont je m'inquiétais. L'attention de Marc sur ses idéaux de marque élevés a laissé le côté opérationnel de l'entreprise faible. Le personnel est mal formé. Ce genre de choses devait arriver. Il plantait la graine. Ce n'était pas un problème de politique.
C'était un problème de leadership, le problème de leadership de Marc. Mais Marc Dubois avait déjà 2 longueurs d'avance. Alors qu'il était assis avec Jason, son téléphone avait vibré avec des mises à jour de sa propre équipe loyale. Il venait de recevoir l'email d'Antoine Mercier résumant le témoignage de Catherine Moreau. Il mentionnait la directive, il mentionnait David Chen et il mentionnait le bureau du directeur des opérations. Il regarda son fils, dont le visage était encore pâle de choc. Les rouages tournaient dans son esprit. Ce n'était pas juste un acte aléatoire de préjugés. Ce n'était pas juste une mauvaise politique. C'était un schéma. Il pensa à l'augmentation des plaintes de passagers issus de minorités au cours des 6 derniers mois, des données que Richard avait rejetées comme du bruit statistique. Il pensa à d'autres petites catastrophes de relations publiques inexplicables, un fiasco de manutention des bagages à Lyon, une défaillance de la restauration à Marseille, tout dans des hubs gérés par des personnes loyales à Richard. Tout se mit en place avec une clarté horrifiante. C'était délibéré. Richard avait empoisonné les puits, espérant le faire paraître incompétent. L'incident avec Jason n'était pas le plan, mais c'était le résultat du système que Richard avait construit. Il avait transformé en arme le sectarisme et l'incompétence pour un gain corporatif. « Nous n'allons pas à Londres ce soir, fils, dit Marc, ses yeux brûlants maintenant d'un feu froid. Il se leva, sortant son téléphone. Changement de plan. Nous allons en guerre. Les 48 heures suivantes virent le siège social d'Air Ascension transformé en centre de commandement pour une enquête interne à grande échelle, personnellement dirigée par Marc Dubois. Il contourna la chaîne de commandement normal, rassemblant une petite équipe loyale dans une salle de conférence sécurisée au 50e étage. Antoine Mercier, son directeur juridique, Sophie Lambert, la directrice maintenant rappelée de la station Charles de Gaulle qui devait sa carrière à Marc, et un homme tranquille et peu impressionnant nommé Benoît Carter, le responsable de l'audit interne, qui était connu pour sa capacité à trouver des aiguilles dans des meules de foin numériques. « Je ne veux pas de rapport, je ne veux pas de résumé. Je veux tout, ordonna Marc, faisant les 100 pas dans la pièce. Chaque email envoyé par Richard Beaumont, David Chen et Catherine Moreau au cours des 6 derniers mois. Chaque évaluation de performance, chaque mémo, chaque journal de chat. Je veux voir les relevés téléphoniques de chaque responsable impliqué dans cette initiative d'intégrité des cabines premium. Benoît, je veux que tu traces l'empreinte numérique de cette politique depuis sa conception jusqu'au moment où ses menottes se sont refermées sur les poignets de mon fils. Benoît Carter, un homme qui préférait la compagnie des serveurs aux gens, hocha simplement la tête et se mit au travail, ses doigts flous sur 3 claviers différents. Le premier domino à tomber fut le mémo officiel. C'était exactement comme Catherine Moreau l'avait décrit. Le langage était aseptisé, plein de jargon corporatif comme protection proactive des revenus et vérification des voyageurs non traditionnels. Mais le sous-texte était glaçant de clarté. Il ordonnait au personnel au sol d'appliquer un examen supplémentaire aux passagers des cabines premium qui ne correspondait pas au profil client typique. Une phrase si vague et subjective qu'elle était une invitation claire au profilage. C'est un procès en attente, marmonna Antoine Mercier, lisant le document avec dégoût. N'importe quel avocat à moitié décent déchirerait ça. Qui dans son bon sens approuverait ça? La réponse arriva 1 heure plus tard. Benoît Carter projeta un document sur l'écran principal. C'était le projet de politique avec une signature numérique en bas. David Chen, directeur régional, Est. Mais c'était l'historique des commentaires qui racontait la vraie histoire. Il y avait plusieurs modifications et suggestions d'une seule source, R. Beaumont, directeur des opérations. Beaumont ne l'avait pas seulement examiné, il avait aidé à l'écrire. L'un de ses commentaires était particulièrement accablant. Soyons plus directs avec les responsables lors du déploiement. Ils doivent comprendre que nous devons être agressifs dans la protection de l'avant de l'avion. Les apparences peuvent être trompeuses. Il couvre ses traces, dit Marc, sa voix basse. Il a fait signer Chen, donc son propre nom ne figure pas sur la politique finale, mais il en est l'architecte. Pendant que Benoît creusait dans la piste numérique, Sophie Janquin utilisa ses connexions personnelles à Charles de Gaulle pour obtenir le côté humain de l'histoire. Elle passa des heures au téléphone avec d'autres agents de porte, des bagagistes et des superviseurs. Un schéma inquiétant émergea. Au cours des derniers mois, David Chen avait tenu des réunions obligatoires pour tout le personnel en contact avec la clientèle. Dans ces réunions, il poussait sans relâche la nouvelle directive. Il utilisait des études de cas de fraude réelle pour créer un climat de peur et de suspicion, tout en offrant simultanément des primes aux agents qui identifiaient avec succès des voyageurs frauduleux. Une agente de porte, une jeune femme nommée Marie, craqua au téléphone avec Sophie. Nous savions tout ce qu'il voulait dire par atypique, avoua-t-elle, sa voix épaisse de honte. Il montrait des photos des fraudeurs qu'ils avaient attrapés et c'était presque toujours des personnes de couleur. Il nous a dit qu'un gamin en sweat à capuche ne devrait pas être en 3A. Il a dit que c'était notre travail d'être les gardiens de la cabine.
Catherine, elle buvait le Kool-Aid plus que quiconque. Elle voulait ce bonus. Elle pensait qu'elle faisait ce que l'entreprise voulait. Les pièces se mettaient en place. Ce n'était pas juste un mémo, c'était une campagne d'endoctrinement orchestrée par Chen et orchestrée par Beaumont. Ils avaient créé une culture où le préjugé n'était pas seulement permis mais incité. Catherine Moreau n'était pas un loup solitaire, elle était un soldat qu'ils avaient formé et déchaîné. La pièce finale cruciale de preuve vint de Benoît Carter tard dans la deuxième nuit. Il avait fait des recoupements entre les journaux de voyage de l'entreprise et les données du marché boursier. Un coup de poker ordonné par Marc, qui avait une intuition. Il manquait encore quelque chose. Je l'ai trouvé, dit Benoît, sa voix fatiguée mais triomphante. Il pointa vers un graphique complexe sur l'écran. Regardez ici. C'est le calendrier de voyage de Richard Beaumont. La semaine avant les 3 derniers incidents majeurs de relations publiques, l'effondrement des bagages à Lyon, l'échec de la restauration à Marseille et l'incident de Charles de Gaulle, il s'est rendu dans chacune de ces villes pour des examens de performance régionaux. Dame truc standard. Mais regardez ça. Il superposa un autre ensemble de données. Ce sont les données de négociation d'options pour les actions Air Ascension. Le jour après chacune des visites de Beaumont, il y a eu un pic important dans les options de vente achetées via un fonds spéculatif spécifique, une société appelée Orion Capital Partner. Une option de vente est essentiellement un pari que le cours de l'action va baisser. Termina Marc, comprenant immédiatement. Et après chaque incident, notre action a baissé pendant un jour ou deux avant de se redresser. Il profitait du chaos qu'il créait, dit Marc. Il y a plus, dit Benoît, tapant furieusement. Orion Capital Partner. J'ai fait des recherches. Le principal actionnaire répertorié via 2 sociétés écrans enregistrées aux îles Caïmans est la femme de Richard Beaumont. La pièce devint silencieuse. Ce n'était plus une question de coup bas corporatif ou même de racisme systémique. C'était de la fraude. C'était de la manipulation de marché. Richard Beaumont n'essayait pas seulement de saboter son patron. Il mettait le feu à sa propre entreprise et vendait des billets pour le regarder brûler. Tout pour s'emparer du pouvoir et s'enrichir dans le processus. Marc Dubois se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. La colère qu'il ressentait était maintenant une clarté froide et dure. Il avait les emails. Il avait les témoignages. Il avait la piste financière. Il avait le poison, le serpent et le mobile. Antoine, dit-il, se retournant vers la pièce. Annulez mon emploi du temps pour demain. À la place, convoquez une réunion d'urgence du conseil d'administration au complet. Dites-leur de se préparer à une présentation sur l'intégrité opérationnelle et éthique de notre compagnie aérienne et dites-leur que la présence du directeur des opérations est obligatoire. Le piège avait été découvert. Il était maintenant temps d'entendre un à lui. La réunion d'urgence du conseil fut convoquée dans la même salle où Marc avait reçu l'appel au sujet de Jason 2 jours plus tôt. L'atmosphère, cependant, était radicalement différente. Le bavardage collégial habituel était absent, remplacé par une tension palpable. Les 12 membres du conseil, une collection de titans de l'industrie chevronnée et d'investisseurs puissants, étaient assis autour de la table en acajou poli. Leurs visages graves et expectatifs. À une extrémité se tenait Marc Dubois, calme et posé. À l'autre, Richard Beaumont, qui avait réussi à feindre un air de professionnalisme inquiet, cachant l'anxiété frénétique qui bouillonnait dans ses tripes. Il croyait qu'il contrôlait encore le récit. Il avait passé le dernier jour et demi à travailler les téléphones, faisant tourner son histoire à ses alliés du conseil. C'était une tragédie, oui, mais c'était un échec du style de gestion laxiste de Marc. C'était le résultat prévisible d'une culture d'entreprise qui manquait de discipline. Il était prêt à demander un vote de défiance. Marc commença la réunion sans préambule. « Bonjour, dit-il, sa voix égale et stable. Je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour discuter d'un cancer fondamental qui a pris racine dans cette entreprise. Il y a 2 jours, cela a abouti à ce que mon propre fils soit injustement détenu et menotté par la police de l'aéroport, une action provoquée par l'un de nos employés. Mais cet incident n'était pas la maladie. Ce n'était qu'un symptôme. » Il cliqua sur une télécommande et le grand écran au bout de la pièce s'alluma. C'était une photo de Jason, jeune, souriant, tenant un trophée d'une compétition de robotique. « Voici Jason Dubois, mon fils. » L'image changea pour un cliché fixe de la vidéo du téléphone portable d'un passager. Flou mais incontestable, Jason menotté, tête baissée, emmené par l'officier Franck. Et voici ce qui lui est arrivé à notre porte. Un murmure parcourut la salle. Richard Beaumont secoua la tête, une pantomime de tristesse. C'est une disgrâce, Marc. Un échec complet de la formation de notre personnel au sol, comme je le dis depuis. L'histoire que vous avez racontée, coupa Marc, ses yeux se verrouillant sur son directeur des opérations, est que c'était l'acte d'un employé voyou, Catherine Moreau. Parlons d'elle. L'écran changea à nouveau, affichant maintenant le dossier de Catherine Moreau.
15 ans de service, 0 plainte jusqu'à il y a 6 mois. Puis une série de griefs mineurs de clients, tout liés à des interrogatoires agressifs. Qu'est-ce qui a changé il y a 6 mois, Richard? Richard se déplaça sur son siège. Je ne suis pas au courant de la performance quotidienne de chaque agent de porte. Non, convint Marc. Mais vous êtes au courant de ceci. Le mémo d'intégrité des cabines premium apparut à l'écran avec le nom de Richard Beaumont clairement visible dans l'historique des commentaires. Vous avez aidé à écrire la politique qui encourageait notre personnel à interroger les passagers qui ne correspondaient pas au profil. Vous avez créé l'environnement pour que cela se produise. Le visage de Beaumont pâlit légèrement. C'est une interprétation grossière. C'était une mesure de protection des revenus. Vraiment? Répliqua Marc, sa voix comme de la glace. Ou était-ce un outil pour créer le chaos? Regardons Lyon. Une chronologie de la catastrophe de manutention des bagages apparut. Et Marseille. L'échec de la restauration. Et maintenant Charles de Gaulle. 3 coups majeurs de relations publiques dans 3 de nos plus grands hubs. Et qu'ont-ils tout en commun? Il n'attendit pas de réponse. Ils se sont tous produits dans des régions gérées par des superviseurs que vous avez personnellement promus, Richard. Et ils se sont tous produits dans les jours suivant une visite d'examen de performance de votre part. C'est absurde. Bafouilla Beaumont, essayant de se rallier. Vous essayez de détourner l'attention de votre propre manque de supervision en créant une théorie du complot. Ce n'est pas une théorie quand vous avez les reçus. Dit calmement Marc. L'écran changea pour la diapositive finale accablante. C'était une toile complexe de données financières montrant les voyages de Beaumont, le timing des incidents, les baisses subséquentes du cours de l'action Air Ascension et les pics correspondants de profit pour un fonds spéculatif nommé Orion Capital Partner. Au centre de la toile se trouvait une photo de Richard Beaumont et de sa femme lors d'un gala de charité. Orion Capital Partner, annonça Marc au conseil stupéfait. Un fonds dont le principal propriétaire est votre femme, Richard. Un fonds qui a réalisé plus de 2 millions d'euros au cours des 6 derniers mois en vendant à découvert nos actions. Pariant contre notre succès juste avant une série de défaillances opérationnelles que vous étiez dans une position unique pour orchestrer. Vous n'essayez pas seulement de me faire mal paraître. Vous mettiez le feu à votre propre maison pour l'argent de l'assurance. Le silence dans la pièce était absolu. Beaumont était livide, sans voix. La toile de sa tromperie était exposée pour que tout le monde puisse la voir. Il avait été si intelligent, si prudent, mais il avait sous-estimé la résolution de Marc et les ressources à sa disposition. Arthur Vidal, le président du conseil, un homme au visage de granit, prit enfin la parole. Sa voix était lourde de dégoût. Richard, est-ce vrai? Beaumont ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les preuves étaient écrasantes, irréfutables. Faites-le sortir d'ici, ordonna Vidal. 2 gardes de sécurité qui attendaient discrètement à l'extérieur entrèrent dans la pièce. Le dur karma était arrivé, et il était brutal. Richard Beaumont ne fut pas seulement licencié. Il fut licencié pour faute, une clause dans son contrat qui annulait son indemnité de départ multimillionnaire en euros et ses stock options. Il fut escorté hors du bâtiment avec une boîte en carton contenant sa plante de bureau et un presse-papier, une humiliation publique devant les employés qu'il commandait autrefois. Mais ce n'était que le début. Marc et le conseil ordonnèrent à l'équipe juridique de l'entreprise de le poursuivre civilement pour dommage à la marque, un procès qui viserait à récupérer chaque centime qu'il avait gagné. Plus dévastateur encore, toutes les preuves des transactions boursières furent remises à l'autorité des marchés financiers et au parquet national financier. Son sabotage corporatif avait franchi la ligne d'un crime fédéral grave. L'homme qui rêvait d'être PDG faisait maintenant face à la possibilité très réelle d'une peine de prison. Pour David Chen, le directeur régional, l'appel arriva 1 heure plus tard. Il fut licencié, sa carrière dans l'aviation terminée. Pour Catherine Moreau, la nouvelle fut délivrée par les RH. Son emploi fut résilié, avec effet immédiat. Pour violation flagrante de la politique de l'entreprise et des normes de conduite envers les clients. Elle était le premier domino et la plus petite pièce du puzzle. Un pion sacrifié dans un jeu dont elle ne savait même pas qu'elle y jouait. Sa vie fut bouleversée, sa réputation détruite, et elle fut laissée à se débattre avec le fait que son moment de préjugé avait été encouragé et manipulé par les personnes même en qui elle avait confiance. C'était son karma, la connaissance écœurante de sa propre marionnettisme. Le poison avait été purgé. Mais la blessure pour l'entreprise et pour la famille de Marc demeurait. Dans les semaines qui suivirent l'exécution en salle de conseil, Air Ascension fut dans un état de tumulte contrôlé. L'histoire de l'incident de Charles de Gaulle et l'éviction subséquente du directeur des opérations avait fuité dans la presse et l'entreprise faisait face à une tempête de relations publiques. L'action prit un coup pointu et douloureux alors que les investisseurs réagissaient à la nouvelle de la malversation d'entreprise. Au lieu de se cacher, Marc Dubois affronta la crise de front. Il tint une conférence de presse qui fut choquante, brutalement honnête.
Il n'utilisa pas de platitudes corporatives ni ne blâma quelques pommes pourries. Il se tint devant le monde et admit l'échec de sa propre entreprise. Les événements qui ont eu lieu à Charles de Gaulle n'étaient pas simplement une erreur. Ils étaient le résultat d'une politique toxique et préjudiciable qui a été autorisée à s'envenimer au sein de notre culture d'entreprise. Déclara-t-il, sa voix résonnant de conviction. C'était une politique que moi, en tant que PDG, j'ai échoué à identifier et à arrêter. Cet échec est sur moi. Mon fils a été la victime dans ce cas, mais je suis douloureusement conscient qu'il n'était pas le premier, seulement le plus médiatisé, et je suis ici aujourd'hui pour annoncer qu'il sera le dernier. Il dévoila ensuite un plan de réforme complet de plusieurs millions d'euros. Il annonça un partenariat avec SOS Racisme et la LICRA pour réécrire et auditer complètement tous les protocoles de formation des employés, en se concentrant sur les préjugés implicites et la désescalade. Il introduisit l'initiative Jason Dubois, un fonds de bourse de 10 millions d'euros personnellement financé par lui et sa famille, dédié à aider les étudiants issus de minorités défavorisées à poursuivre des carrières dans l'aviation, du pilotage et de l'ingénierie aérospatiale à la gestion. Il termina la conférence de presse en regardant directement dans les caméras. À chaque passager qui s'est déjà senti invisible, non entendu ou mal accueilli sur l'un de nos vols, j'offre mes excuses les plus profondes et sans réserve. Nous vous avons fait défaut, mais je vous donne ma parole, nous ferons mieux. Nous apprendrons, et nous regagnerons votre confiance. C'était une masterclass en gestion de crise, mais c'était plus que cela. C'était authentique. Le public, si habitué aux excuses corporatives creuses, répondit. L'histoire commença à changer d'un scandale corporatif à un récit de responsabilité et de rédemption. 3 mois plus tard, le terminal de Charles de Gaulle semblait différent. Aux portes d'Air Ascension, de nouvelles affiches étaient affichées soulignant l'engagement de l'entreprise envers la diversité et le respect. Les vidéos de formation diffusées dans les salles de pause du personnel comportaient maintenant des modules co-conçus par des experts en droit civique. La culture, lentement mais sûrement, commençait à changer. Jason Dubois se tenait une fois de plus à la porte 438. Cette fois avec son père à ses côtés. Ils étaient en route pour Londres, réservant le voyage qui avait été si violemment interrompu. Jason regarda une jeune famille noire, l'air désemparé et confus, être approchée par une nouvelle agente de porte. Au lieu de suspicion, l'agente offrit un sourire chaleureux. « Bienvenue chez Air Ascension », dit-elle gentiment. « Laissez-moi vous aider à trouver où vous devez aller. » Marc posa une main sur l'épaule de Jason. « C'est un début, » dit-il doucement. Jason hocha la tête, un regard pensif sur son visage. L'humiliation de ce jour ne le quitterait jamais complètement, mais elle ne le définissait plus. Il avait vu le pire d'un système, mais il avait également été témoin de la résolution inébranlable de son père pour le réparer. Il regarda par la fenêtre le Dreamliner attendant sur le tarmac. Non plus seulement comme un passager, mais comme quelqu'un qui comprenait maintenant l'immense responsabilité qui venait avec le nom sur sa queue. « Je pensais, » dit Jason, se tournant vers son père. « Je veux postuler au programme d'ingénierie aérospatiale à l'école polytechnique, mais je veux aussi me spécialiser en éthique des affaires. » Un sourire lent se répandit sur le visage de Marc. C'était la première fois qu'il souriait vraiment depuis des mois. L'expérience n'avait pas brisé son fils. Elle l'avait forgé. Elle lui avait donné un but, la nouvelle ascension de l'entreprise. Et celle de son fils ne faisait que commencer. L'histoire de Jason Dubois est un rappel brutal de la façon dont le préjugé peut facilement être systématisé et comment un seul moment tranquille d'injustice peut exposer une pourriture qui va jusqu'au sommet. Il ne s'agissait pas seulement d'une agente de porte raciste. Il s'agissait d'une culture d'entreprise qui permettait que ce racisme soit transformé en arme pour la cupidité et le pouvoir. Le dur karma qui a trouvé Richard Beaumont n'était pas seulement la perte d'un emploi, mais le démantèlement complet de sa vie, une conséquence directe de ses propres stratagèmes venimeux. Mais plus important encore, cette histoire parle des conséquences. C'est l'histoire de l'amour d'un père se transformant en catalyseur pour un changement institutionnel profond. Le voyage d'Air Ascension vers la rédemption montre qu'il n'est jamais trop tard pour une personne ou une entreprise de confronter ses échecs les plus sombres et de choisir une meilleure voie.